Donc, allons-y maintenant vers l'inférence bayésienne. Ce qui est important, c'est souvent ce qui est difficile, c'est d'inverser les fonctions. Hein, la fonction de capteur, c'est je vous donne le monde, je passe le monde dans la fonction de capteur et ça va me donner des mesures. Et en théorie, si je peux inverser la fonction de capteur, donc je prends ma mesure, je la passe dans l'inverse de la fonction, j'obtiendrai de l'information sur le monde. Et c'est ce qu'on va essayer de ne pas faire. Parce que d'abord, parfois l'inverse n'existe pas. Et deux, souvent, c'est pas, il n'y a pas assez d'informations de toute façon, parce qu'on a éliminé, votre capteur a tellement éliminé l'information qu'on ne peut pas l'inverser de façon, je dirais, suffisante là, pour être capable d'avoir des informations pertinentes là, sur le monde directement. C'est un processus aussi très complexe parfois. Alors, plutôt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un engin d'inférence qui s'appelle l'inférence bayésienne, qui, elle, va nous permettre, à partir des différentes fonctions de notre système, fonction de déplacement du robot, fonction des capteurs, va être capable de nous donner des estimés avec leur incertitude sur l'état du robot, l'état du monde, par exemple. Donc, c'est un concept clé dans le cours. Donc, dans l'inférence bayésienne, vous avez la situation où je vous dis la probabilité de A sachant B, par exemple, la probabilité d'avoir la mesure Z sachant l'état X du système. Mais ce qu'on cherche ultimement, c'est d'avoir l'état du système sachant la mesure. Donc, on cherche la relation inverse, si vous voulez. Et c'est ce que Bayes va nous permettre de faire. Donc, le théorème de Bayes permet d'inverser les probabilités. C'est-à-dire que si l'on connaît les conséquences d'une cause, les conséquences d'une cause, ce serait la pleine fonction du capteur, l'observation des effets permet de remonter aux causes. Par exemple, je veux tout d'abord trouver c'est quoi la fonction qui va décrire mon capteur, donc la fonction probabiliste, c'est une densité de probabilité. Vous mettez donc un capteur sur un banc d'essai, un banc d'étalonnage. Vous placez une cible, par exemple, ici, à 120 cm. Donc, le X, l'état du système, c'est X égale à 120. C'est ma distance réelle ici. Là. Et ce qu'on va faire simplement, c'est prendre beaucoup de mesures, puisque maintenant, ce sont des probabilités. Si je veux estimer la distribution des mesures Z, sachant que j'ai un panneau à 120 cm, eh bien, je laisse mon système immobile, puis je veux capturer peut-être, je ne sais pas moi, 100, 200, 400 mesures. Donc, ça va me donner une distribution au final de ces mesures-là. Et vous voyez comment donc, la valeur change constamment là, c'est dû aux différents bruits présents dans le capteur. Donc, ça, c'est ce que je peux mesurer dans mon laboratoire. Donc, à tête reposée, je viens caractériser tous les capteurs de mon système ou si je ne le fais pas moi-même, je vais utiliser plutôt les différentes spec sheets des manufacturiers. Ils vont me dire, par exemple, mon capteur, lui, a une précision de tant de millimètres, une variance de tant de millimètres à telle distance, et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse ultimement, c'est quelle est la probabilité d'avoir une pause X sachant une ou des mesures. Donc, c'est la question « Où suis-je » Cette question-là ici, de point de vue mathématique, elle s'exprime comme ça, mais verbalement, c'est vraiment de dire « Où suis-je » Donc, comment retrouver « Où suis-je » à partir, par exemple, d'une mesure. Donc, Z est égal à 1,234 mètres, par exemple. Et la connaissance de cette fonction de probabilité-là. Le théorème de Bayes est quelque chose qui... bon, j'avais vu ça dans Sciences et Vie, là, cette couverture-là qui m'avait un peu frappé, là, la formule qui décrypte le monde, donc c'est peut-être un peu exagéré. Mais on voit donc en octobre 2012, donc ça fait 10 ans, ça a vraiment fait la une de Sciences et Vie parce que justement, il y avait eu beaucoup de travail qui était fait sur les modèles utilisant les mathématiques bayésiennes et ça continue encore de nos jours. Donc, c'est une formule qui est extrêmement puissante, bien qu'elle paraît très simple au premier abord. On la voit ici, donc c'est la formule de Bayes, là, la probabilité d'avoir A sachant B est égale à la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A divisé par la probabilité de B. C'est quelque chose qui est très, très, très simple, mais qui va être extrêmement puissant, vous allez voir. On va passer plusieurs heures à analyser différentes incarnations de cette formule-là dans notre cours. Important, le terme PB ici, on le laisse souvent tomber. C'est pas un terme qui est très intéressant.
Donc, on va plutôt dire que la probabilité de A sachant B va être proportionnelle à la probabilité d'avoir B sachant A fois la probabilité de A. On le laisse tomber parce que c'est un terme de normalisation, puis je peux toujours retrouver le terme de normalisation en faisant la somme des valeurs en haut ou l'intégrale. Donc, c'est souvent, comme je dis, un terme qui est un peu laissé tomber de côté pour les équations. Important aussi, ça va être de. C'est parfois un peu intimidant. Là. On voit des équations, on voit des P, on voit des X, on voit des Z, et on peut se laisser un peu comme assommer par le côté un peu abstrait ou aride des équations, mais c'est important d'y voir des couleurs, d'y voir une interprétation. Le P de A ici, c'est ce qu'on appelle l'a priori. Ça peut être, si on fait de la localisation, donc ça va être mon estimé de ma position avant d'avoir pris une mesure. Donc, c'est comme si je me ferme les yeux, j'ai fait un pas, j'ai une idée d'à peu près où est-ce que je me situe. Et lorsque je vais m'ouvrir les yeux, je vais prendre la mesure. Et ça va donc être cette mesure-là ici. Donc, j'ai une nouvelle évidence. Et l'évidence B, ma mesure, va me donner l'information sur A puisque A et B sont corrélés. Hein. Les mesures de mon lidar vont nécessairement être corrélées avec la position du véhicule. Et donc, le produit des deux, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient moduler, on vient modifier la probabilité A, maintenant qu'on a une information B qui nous informe sur A. Et on obtient donc la troisième partie ici. Donc, P de A sachant B. Donc, c'est notre nouvelle croyance sur A. On va utiliser le terme croyance, en anglais belief, pour dire c'est quoi notre nouvelle estimée de position du véhicule. Donc, le terme croyance peut sembler un peu superstitieux, mais c'est un terme consacré. Et de toute façon, c'est quelque chose qu'on doit vraiment bien intégrer. C'est qu'on n'observe pas le monde directement ici. On observe toujours le monde via nos capteurs. Nos capteurs sont brutés. Donc, tout ce qu'on a au final, ce ne sont que des croyances sur l'environnement et des croyances sur notre estimée de position. On n'a jamais, jamais la vérité. Elle nous est cachée par le bruit. Donc, l'exemple classique pour bien comprendre le théorème de Bayes, souvent, c'est le test médical, hein, qui est un peu à propos ici, avec la COVID. Mais faisons plutôt l'hypothèse d'un test ici, un test pour détecter, voir si vous avez un gène qui pourrait causer une certaine maladie. Donc, vous avez un test médical pour la maladie M. Le test est positif. On vous dit, par exemple, vous êtes porteur, on pense que vous êtes porteur du gène ou, par exemple, vous êtes contaminé par la maladie. La question qu'on se pose au final, c'est est-ce qu'on souffre vraiment de la maladie M? Donc, ce qu'on cherche ici, c'est quelle est la probabilité que je sois malade, sachant que j'ai eu un test positif. Donc, vous voyez ici, test positif, c'est un T majuscule. Le test négatif, ça va être un T minuscule. Non malade, je vais prendre une minuscule et malade, la lettre majuscule. Donc, le fabricant du test nous dit, donc, si vous êtes malade, le test va être positif 92% du temps. Et si vous n'êtes pas malade, vous allez avoir un faux positif 5% du temps. Donc, le test va vous dire que vous êtes positif, même si vous ne l'êtes pas. Et ça, seulement 5% du temps. Donc, c'est un test qui est quand même relativement bon. Mais la question est, souvent, ce qui se passe, qu'on va se dire, ben là, si le test est bon 92% du temps, ça veut dire que j'ai 92% de chances d'être malade, ce qui n'est pas le cas. Il faut faire l'inférence au complet. Premièrement, il faut savoir c'est quoi la probabilité d'être malade. Donc, ça veut dire que si je prends une personne au hasard, hein, je paye un numéro d'assurance sociale et je m'informe sur l'état de santé de cette personne-là, est-ce que cette personne-là a la maladie? Est-ce que le corps médical nous donnerait ici, par exemple, c'est seulement 1% des gens qui sont malades, par exemple, ou porteurs du gène. Donc, ça, c'est un terme qui est très important ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle notre a priori. Donc, avant de passer le test, j'ai 1% de chance d'être malade. On applique ensuite la règle de Bayes pour trouver c'est quoi la probabilité d'être malade, sachant que j'ai eu un test positif. C'est ce qui nous intéresse ici. Donc, j'ai besoin des trois termes ici. Ce terme-là ici, je l'ai, c'est 0,92. Le terme ici, je l'ai, c'est 0,1. Il me manque donc le terme ici que je dis qui est un terme de normalisation. Et vous allez voir justement pourquoi c'est un terme de normalisation ici. Donc, comment calculer P de T? Ça veut dire c'est quoi la probabilité que si je prends un numéro d'assurance sociale au hasard, que je prenne cette personne-là et que dans le fond, que je lui passe un test, c'est quoi la probabilité que le test soit positif?
Donc, selon la loi des probabilités totales, donc la probabilité d'avoir T, c'est la probabilité d'avoir T sachant la probabilité d'avoir T et d'être malade, plus la probabilité d'avoir un test positif et de ne pas être malade. Ces deux termes-là ici, on l'a déjà vu, c'est donc P de T sachant M fois P de M plus P de T M minuscule fois la probabilité d'avoir M minuscule. Ces termes-là, on les a tous. Donc, on fait simplement le calcul ici. Donc, on avait 92 ici, 1 pour la probabilité d'avoir la maladie, 5 de faux positifs et la probabilité de ne pas être malade, qui est 1 moins 1 Et au final, donc, je retrouve le terme de normalisation ici. Et maintenant, j'applique la règle de Bayes, donc 0,92 ici, fois 1 divisé par le terme de normalisation, ce qui me donne donc au final le 15,7 Donc, vous voyez comment, si j'ai un test positif, ma probabilité d'être malade n'est que de 15 elle n'est pas de 92 Pourquoi l'écart est si grand entre ces deux termes-là? C'est à cause de mon prior. C'est une maladie qui est extrêmement rare. Donc, le fait d'avoir un test positif, vous voyez comment on vient moduler les probabilités. Hein? Je passe de 1 à 15,7 Mais ça veut dire si je veux monter ma probabilité plus forte, plus haute, ça veut dire qu'il faudrait que je passe un deuxième test. Et encore là, est-ce que le test va être positif? Si le test est une deuxième fois positif, donc vous voyez comment les probabilités vont monter. Si le test est négatif, donc les probabilités vont descendre. À chaque fois que je passe un test, j'accumule de l'information sur ma probabilité d'être malade. Et on va faire exactement la même chose avec nos robots. On va prendre beaucoup de mesures. Pourquoi? Pour justement mettre à jour constamment notre état. Et plus on va ramasser de données, plus on va prendre de mesures et plus on va converger rapidement vers les bonnes valeurs de probabilité. Par exemple, probabilité d'avoir un obstacle devant nous ou probabilité d'être situé à X égale à 3 mètres, etc., etc. Comme je le disais, les probabilités vont être très importantes en robotique. C'est le fondement de beaucoup de méthodes d'estimation d'état. Donc, tout ce qu'on parle de filtrage bayésien, donc filtre de Kalman étendu, filtre de Kalman non parfumé, filtre à particules, filtre à particules Rao equalized. Donc, toutes ces méthodes-là vont être basées sur cette fameuse règle de Bayes. Donc, vous voyez comment ça génère beaucoup, beaucoup de méthodes. Encore là, je répète, c'est important de voir l'intuition derrière les équations. Dans notre cas, X sera la position du robot. Quand je dis X ici, ça peut vouloir dire soit la position en X ou l'état du système, par exemple, la coordonnée X, Y, θ, si je travaille sur un plan. Donc, le contexte devrait vous permettre de différencier la variable. C'est le choix de la littérature. X représente toujours un état qu'on cherche. Z, ça va être là où les mesures de mes capteurs. Donc, j'ai P de X qui est où est-ce que je pense que je suis, donc la distribution de probabilité qui encode la position et l'incertitude de mon estimé de la position du véhicule. Donc, c'est ce qu'on appelle donc le prior. J'ai ma fonction ici qui représente la densité de probabilité. Donc, pour un état X, c'est quoi la probabilité d'avoir une mesure Z? Vous voyez comment cette probabilité-là va venir pondérer mon prior. Et au final, donc, je vais avoir un meilleur estimé ici, donc la probabilité d'être à l'état X, sachant la mesure Z, parce que maintenant, j'ai incorporé l'information de cette mesure-là. Okay. Donc, c'est une fonction sur X. On voit ici, la X va varier parce que Z, la mesure, elle a été réalisée. Donc, ce terme-là ici devient une constante lorsqu'on l'applique. C'est vraiment, donc la fonction ici, il faut la voir comme étant une fonction sur X. Donc, c'est pour ça que souvent, on va l'écrire comme étant le bel X, donc le belief d'être à la position X. Comme je dis, parce que la mesure, elle a été réalisée. J'ai pris une mesure et je mets à jour ma croyance sur X pour me donner une nouvelle distribution de probabilité. Oui, ici, Z constante et les X vont être la variable donc, qui changent donc, dans la fonction ici de belief. On peut voir Bayes comme étant une espèce de moulinette. Hein? Ce qu'on va donner à la moulinette, ça va être un prior. On va lui donner aussi la fonction qui encode la vraisemblance d'une mesure, sachant la position X. On donne la mesure elle-même et on tourne à manivelle et pouf, on va obtenir maintenant
une nouvelle croyance sur notre état. Et ce tournage de manivelle-là, on va le faire à chaque mesure, par exemple, que je reçois. Chaque fois que je reçois une mesure, pouf, je l'incorpore, je tourne la manivelle, pof, j'obtiens une nouvelle estimée de croyance sur mon état du système. Donc, on voit que si je prends beaucoup de mesures par seconde, si je prends 50 mesures par seconde, ça veut dire qu'il faut que la manivelle, il faut la tourner très, très vite pour avoir un système qui va répondre en temps réel. Allons-y maintenant pour une situation où j'ai une distribution discrète de probabilité. Ça va être un robot encore là à une seule dimension. Et l'indice X donne une pose discrétisée, par exemple 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Donc, c'est important, vu que j'ai une distribution discrète, là, la somme de chacune des colonnes ici doit être égale à 1. Donc, ça va être mon prior, donc mon a priori sur la position. Donc, vous voyez ici, ce que mon a priori me dit, c'est que je pense, à cet instant-ci, que mon robot est situé probablement à 7, fort probablement à 9, mais aussi, j'ai des probabilités non nulles ailleurs. Mais j'ai peu de chances que mon robot soit situé à la distance 14. Donc, c'est ma fonction distributive, ma fonction de distribution, là, elle vient encoder cette information-là. On obtient une mesure Z à l'instant T. Et là, je vais donc mettre à jour ma croyance. Donc, le pray ici, c'est le belief, si vous voulez, à l'instant précédent, donc avant la mesure. Donc, j'ai la fonction ici donc, ce que je veux, donc, c'est la probabilité d'avoir X sachant Z égale à T. Donc, la mesure a été réalisée. Donc, ici, je vais prendre surtout le temps de décortiquer la partie supérieure de l'équation de Bayes, là, que j'ai mis pour une version sur une distribution discrète et non plus continue. Donc, vous voyez ici, mon prior P de X, c'est la distribution ici. Et j'ai ma fonction ici de vraisemblance. On dit vraisemblance par rapport à probabilité. C'est quoi la différence entre dire une vraisemblance et une probabilité? Mais une probabilité, c'est de prédire est-ce qu'un événement, c'est quoi la probabilité qu'un événement se produise, alors que la vraisemblance, on l'utilise lorsque la mesure a été réalisée. Donc, c'est quoi la vraisemblance de la mesure? Parce que j'ai pris ma mesure. Donc, c'est pour ça que dans le langage technique, on appelle souvent ça une vraisemblance ici. Puis c'est une distribution donc de croyance. Donc, ça, je l'ai déjà trouvé en laboratoire, cette fonction-là, lors de l'étalonnage. Et ce qu'on voit ici, c'est de dire, lorsque je suis à la position X, est-ce que la mesure ZT, elle est vraisemblable ou non? Qu'est-ce qui va se produire? Donc, si à une position donnée, cette mesure-là n'est pas du tout vraisemblable, bien, la probabilité correspondant à X, donc le terme ici va être un terme qui va être nettement faible. Donc, ça va venir diminuer la valeur de la croyance à cet endroit-là. On le voit ici, la moulinette, pour ma distribution discrète, tout ce que je vais faire, donc, c'est pour chacune des entrées ici de ma croyance. OK? J'ai ma fonction de capteur ici en rouge, donc la vraisemblance que pour une pause donnée, la mesure soit la bonne. Et ici, j'ai donc la valeur de la croyance au même index ici. Et après ça, donc, ça va me donner, ça va mettre à jour donc la croyance X sachant Z, donc cette partie-là ici en vert. Et après ça, je normalise et je multiplie par le facteur de normalisation. Donc, vous voyez, tout ce que je fais, c'est pour chacune des valeurs ici, je vais trouver c'est quoi la vraisemblance de la mesure. Est-ce que la mesure Z, elle est vraisemblable pour cette position-là? Si c'est oui, je risque de monter les probabilités. Si c'est non, je vais simplement les baisser. Vous voyez, ça peut être quand même relativement long. Si j'ai beaucoup de cases, là, ça veut dire qu'il faut l'appeler souvent cette fonction-là. La normalisation, c'est le terme en bas ici. Donc, essentiellement, la connaissance de votre problème, vous l'avez mise dans cette fonction-là ici, et aussi, donc, la connaissance de l'état actuel, c'est dans votre croyance ici. Donc, vous voyez, c'est un coup j'ai établi mes fonctions, je prends mes mesures, je tourne la moulinette, il n'y a pas de code qui va venir dire à partir de mesure Z, c'est quoi les positions probables. Non, c'est juste d'appliquer les règles de Bayes. On va faire un exemple ici, donc, avec une distribution discrète. Donc, une distribution un peu bizarre peut-être. Donc, ma fonction de capteur, elle est la suivante.
Donc, c'est quoi la probabilité d'avoir une mesure Z sachant l'état X? OK. Donc, ici, j'ai fait exprès ici, j'ai pris des mesures en volts. OK. Sur l'axe ici, portez bien votre attention, c'est la variable Z. Donc, c'est une distribution sur Z. Le X, il va être fixe et je dois faire varier donc la variable qui varie, c'est Z. Donc, pour Z égale à 2X, j'ai 2/3 de probabilité d'avoir la mesure Z. Pour Z égale à 2X plus 2, j'ai 1/3 de probabilité d'avoir cette mesure-là. Donc, ça, c'est des mesures en volts ici, je le répète. Donc, par exemple, si mon robot il est à X égale 9, ça, c'est la vérité terrain qu'on n'a pas accès. Et si je suis capable de placer mon robot à X égale à 9, mon capteur va retourner 18 volts. Donc, vous voyez ici, Z égale à 2X. Donc, 18 volts 67 du temps et 20 volts 33 Donc, vous voyez comment ici, j'ai une incertitude. Si je vous donne une mesure de 18 volts, si vous voudriez faire le travail de base, mais là, vous diriez, OK, ouais, je peux être peut-être je peux être à 9, peut-être que je peux être à, je pense, 8 mètres. Vous voyez, il y a un travail un peu difficile à faire. Alors qu'ici, on va juste dire, non, non, on va encoder la connaissance avec la fonction, et après ça, on va simplement appliquer base. Au début, on commence, donc le système s'allume, le robot démarre. Le robot sait que son univers est limité à 20 cases. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va initialiser son estimé de position à une uniforme, parce que l'uniforme, c'est pour représenter qu'on est perdu. Donc, il va mettre un 20e de probabilité pour chacune des 20 cases. Et là, il va prendre une première mesure pour vouloir se localiser. Là, on va appliquer le théorème de Bayes pour chacune des entrées ici. Donc, pour la première entrée, donc ma fonction, donc là, je répète, va être définie sur Z. Donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, etc. Parce que avec la fonction de capteur que j'avais juste des mesures paires pour le voltage. Donc, si je suis à la position 1, la probabilité d'avoir la mesure Z de 2 volts, c'est 2/3 et 4 volts, c'est 1/3. Donc, quelle est la probabilité d'avoir la valeur Z égale à 10 volts ici? La réponse, c'est simplement 0. Okay? J'ai aucune chance d'avoir 10 volts si je suis situé à 1 mètre. Donc, la probabilité ici, on vient la multiplier par 0. On continue la boucle. Rappelez, c'est une boucle. On va faire chacune des cases. Donc, pour la deuxième case maintenant, la fonction de vraisemblance, donc la probabilité d'avoir Z, sachant que X est égal à 2, puisque maintenant, on cherche à tester cette position-là. On voit ici la fonction, la distribution des probabilités de la mesure Z, ou de vraisemblance. Donc, vous voyez, à 4 et à 6 volts, j'ai des probabilités non nulles. Mais je veux savoir, à 10 volts, c'est quoi la probabilité d'être à la position, dans le fond, que la position 2 ait généré cette mesure-là? La réponse, c'est, encore là, c'est 0. J'ai aucune probabilité. Donc, vous voyez, on va multiplier l'entrée ici par 0. Donc, on continue de même à poursuivre notre mise à jour. Donc, 3, il va arriver la même chose. Je vais avoir une probabilité de 0. À 4, les choses vont commencer à être un peu plus intéressantes. Donc, la probabilité d'avoir la mesure Z, sachant que X est égal à 4. Donc, on voit ici, j'ai 2/3 8 volts et 1/3 10 volts. Donc, ma probabilité, ça va donc être 1/3. Donc, je vais venir multiplier ça ici par 1/3. Et pour la case suivante, donc à 5, la vraisemblance de Z, donc vous voyez ici, c'est 10, donc ça va être 2/3 de vraisemblance. Donc, je vais multiplier par 2/3. Et après ça, sans grande surprise, à mesure que le X ici va à 6, 7, 8, 9 et 10, ces autres valeurs-là ici, ça va tomber à 0. J'ai aucune chance d'être là. Donc, après avoir appliqué ma règle de Bayes avant normalisation, donc vous avez les termes, les équations ici, là, j'obtiens la distribution suivante. Donc, j'ai seulement les entrées 4 et 5 qui sont non nulles. Donc, vous voyez comment ici, j'ai pris une mesure incertaine avec un capteur qui a un comportement un peu bizarre, mais que je peux caractériser. Et en appliquant Bayes, voici la nouvelle croyance que j'ai, croyance non normalisée. Donc, après ça, je peux la normaliser. Donc, après normalisation, ça devient ici 1/3. Là. Donc, vous voyez, j'ai 1/3 ici et 2/3. Donc, après une mesure de 10 volts, la règle de Bayes et mon équation qui décrit la distribution des mesures de mon capteur, vous voyez comment j'ai réussi à mettre à jour très facilement. Ça a pris du temps, par contre. Il a fallu que je fasse les 20 itérations, mais d'un point de vue conception,
C'était très facile à concevoir. J'ai maintenant donc un nouvel estimé, une nouvelle croyance. Et si toutes vos fonctions sont les bonnes, si tous les modèles sont parfaits, c'est la croyance optimale sur la pose de votre véhicule. Donc, petite note, voyez comment, parce que souvent les gens vont prendre la fonction ici puis l'appliquer directement sur les probabilités, mais voyez comment il y a un effet miroir. Hein? La valeur maximale ici, elle est avant la valeur minimale, alors que lorsque j'ai appliqué Bayes, il y a eu un flip qui s'est fait. Donc, c'est important d'appliquer rigoureusement les équations. Souvent, les distributions sont symétriques. Une gaussienne, c'est symétrique, donc on ne verra pas cet effet-là d'effet miroir, parce que si je fais le miroir d'une gaussienne, ça va donner une gaussienne essentiellement. Mais rappelez-vous, là, il faut y aller vraiment dans le détail des calculs. Donc, en rappel, ne faites pas ça. Prenez pas une distribution sur des mesures, sur des distances X. Là, vous dites, je vais prendre la probabilité d'avoir Z sachant X égale à 5. Ça vous donne une distribution avec des chiffres en bas, là, mais c'est des volts ici. Donc, si vous multipliez ça un par ça pour vous donner quelque chose comme ça, bien là, ça ne marche pas. Là. Vous multipliez une distribution sur des mètres avec une distribution sur des volts. Oui, ça peut se calculer, mais non, ça ne fait aucun sens d'un point de vue probabiliste. Donc, faites attention ici. Deuxième exemple ici de capteurs, encore là, un peu bizarre. J'essaie de prendre des capteurs là, vraiment un peu loufoques pour vous montrer comment, peu importe la complexité de cette distribution-là, le Bayes va être capable de revenir retrouver la forme. Même si c'est des capteurs qui sont très, très peu informatifs, comme par exemple ici, j'ai un capteur qui, 80% du temps, va me piger une valeur aléatoire entre 0 et 5, et 20% du temps, il va piger dans une distribution normale qui est centrée sur la vraie position. Donc, j'aurais un pic, là, par exemple, si j'étais à X est égal à 4 mètres, j'aurais aussi une petite bosse ici qui représenterait ma normale. Donc, vous voyez ici, ma fonction de capteur, c'est P de Z sur X, c'est 80% d'une uniforme plus 20% d'une distribution normale. Donc, 80% du temps, quand j'obtiens une mesure, c'est du garbage. Mais je ne le sais pas si c'est du garbage. Donc, ça veut dire qu'il va falloir travailler fort. Quand notre capteur n'est pas informatif, ça veut juste dire qu'il faut ramasser plus de données. Ça se peut que nos robots, il va passer plus de temps à prendre des mesures. Donc, par exemple, ici, là, dans les fonctions de vraisemblance, donc la probabilité d'avoir Z, sachant que X est égal à 2, donc vous voyez ici, c'est une surprise, j'ai une bosse à 2. Si la position réelle du robot, c'est à 2 mètres, j'aurais donc cette distribution-là de vraisemblance des mesures. Même chose ici pour 4, là, je voyais comment je serais centré, la gaussienne ici serait centrée à 4. Donc, ça, c'est la fonction de mon capteur. Okay? Donc, vous voyez, c'est très peu informatif. Maintenant, on va faire la simulation. Donc, pour simuler mes données, ce n'est pas compliqué. Je vais prendre carrément la fonction de vraisemblance ici, puis là, je vais piger dedans, dans cette distribution-là. OK? Donc, la vraie mesure, la vraie position, c'est 4. Et là, par exemple, si je pigerais une première fois, ça se peut que ma pige, ça me donnerait 2,8, par exemple, une mesure. Dans ce cas-ci, dans le vrai système, ça serait une mesure là, que j'aurais prise sur mon capteur. Et, donc, mon fixe, ici, je le répète, là, mon X va être fixe, mon robot est immobile. Tout ce que je vais faire, c'est prendre beaucoup de mesures. Puis après ça, donc, je vais incorporer la connaissance de cette mesure-là via donc, le théorème de Bayes qu'on vient de voir. OK? Donc, ça, à chaque position de X, il faut le calculer. Là. Ici, je le fais là, vraiment là, de façon, sans dire pénible, là, mais je vais vraiment, pour chaque position de X, je viens appliquer la règle de Bayes. Pour des fonctions continues, on s'entend qu'il faudrait que je l'applique un nombre infini de fois. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des familles de fonctions mathématiques pour lesquelles je peux calculer cette règle-là avec j'aurais une solution là, analytique là, en closed form solution, donc je peux la calculer directement sans avoir besoin de faire les pas de mesure. Dans ce cas-ci, je le fais là, pour l'illustrer, je le fais un petit peu manuellement. Donc, par exemple, j'aurais un prior uniforme entre 0 et 5 parce que là, au début, je ne sais pas où je suis situé. Donc, là, je commencerai, là, si je le faisais là, élément par élément de mon vecteur, donc je commencerai à 0. C'est quoi la probabilité d'avoir la mesure Z, sachant que j'étais à 0? Ben, vous voyez, j'ai une probabilité non nulle.
hein, que disons, la mesure c'est 2,8, là, j'ai une probabilité de non nulle. C'est ça le problème avec ce capteur-là qui n'est pas bon, c'est que j'ai toujours une probabilité de non nulle pour chacune des positions possibles d'avoir une mesure. Donc, c'est très, très long avant d'éliminer une croyance, parce que c'est tout le temps plausible que j'ai une mesure qui vient de là. Donc, vous voyez ici, la mesure Z1, elle est plausible. Donc, je prendrais la valeur de mon prior ici, je multiplie par cette valeur-là. Ça me donnerait donc la première valeur ici. Disons 0,32, là, avant 0,032 avant normalisation. Dans le fond, il faudrait que je répète, là, je ferais glisser doucement ici. Donc, vous voyez, là, je suis rendu à 0,9. Donc, vous voyez, la mesure Z, encore là, la vraisemblance n'a pas changé parce que je suis tellement loin de cette distribution-là normale. Donc, ça reste constant. Puis éventuellement, à force de faire coulisser mon X, je vais tomber dans la partie, là, la fonction de vraisemblance va finir par avoir la bosse qui va passer proche de la mesure Z. Puis éventuellement, ça va rechuter. Donc, vous voyez, après ma mesure Z1, voici ma distribution de croyances. Là, puis là, on va le normaliser. Donc, voici ma distribution des croyances. Donc, vous voyez, ça n'a pas chuté à 0 ailleurs. J'ai pris une bosse qui était centrée autour de ma mesure parce que là, les unités, la fonction, là, si je n'avais pas de bruit, là, si j'étais à 5 mètres, j'obtiens 5, par exemple. Mais l'important de voir, c'est qu'ici, je n'ai pas chuté à 0. Mon robot pense encore qu'il peut être à peu près n'importe où à 5, mais il y a un petit peu plus de chances de situer ici. Donc, après une mesure, là, j'ai fait des simulations avec MATLAB. Donc, après une mesure, donc vous voyez ici, j'ai mesuré 2,4, alors que la position réelle, c'est 4. Donc, vous voyez, je suis quand même assez loin. Ici, vous allez voir un histogramme et ici, vous allez voir apparaître la mise à jour de la croyance sur la position en X. Après 2 mesures, après 3 mesures, donc vous voyez ici là, les petites coches, c'est les mesures que j'ai eues. En vert, c'est simplement de dire je prends la moyenne de mes mesures, parce qu'on a déjà vu plutôt que prendre des moyennes, c'est bon, mais ici, ce n'est pas si bon que ça parce que dans le fond, je connais la distribution, donc je devrais l'utiliser. Mon histogramme, ça me représente donc l'historique des différentes mesures que j'ai eues. Et à la limite, si je prenais 1 million de mesures, l'histogramme ici, dans le fond, ça serait la probabilité, ça serait la fonction de vraisemblance de Z, sachant que X est égal à 4. Et ici, donc, j'ai mon estimé de ma croyance. Donc, vous voyez comment j'ai des bosses qui vont apparaître et disparaître, mais ce n'est pas fameux comme croyance. Vous voyez ici, maintenant, mon pic est rendu à 2,8 à peu près, alors que, rappelez-vous, la vraie position, c'est 4. Donc, quelque part, on va dire, ouais, ben, ça marche pas beaucoup votre affaire, M. Giguère. Ce qu'il faut pas oublier, mon capteur n'est pas très informatif. Ça veut dire que peut-être que 6 mesures, c'est pas assez. Donc, si on regarde l'animation ici, on va aller jusqu'à 200 mesures. Parce que oui, ça va en prendre beaucoup de mesures. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que j'accumule l'information. Vous voyez, mon histogramme se modifie. L'histogramme, c'est juste d'un point de vue informatif. Ce n'est pas ce qui. On ne va pas utiliser ça pour estimer notre position. C'est vraiment en bas ici, qui est en bas ici, là, qui va être notre distribution de la croyance sur X. Donc, on voit ici qu'on pense converger là, vers X, un X qui est proche de 4, là, notre pic, après 68 mesures, mais vous voyez comment j'ai d'autres mesures qui sont arrivées qui ont venu contrebalancer ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est lorsque vous analysez votre fonction de probabilité, vous avez une idée non seulement d'à peu près ce que vous vous situez, mais aussi de quelle est l'incertitude sur cette position-là. Là, pour l'instant, c'est un peu difficile. J'ai une distribution qui est multimodale. J'ai plusieurs pics. Donc, on est rendu à 114 mesures, 115, etc. Là, vous voyez comment, rendu à 120 mesures, on commence à avoir quelque chose qui semble avoir convergé. On voit donc un seul mode à peu près à 3,7. Pourquoi ce n'est pas 4? C'est parce qu'on était quand même relativement malchanceux. Vous voyez comment on a beaucoup de mesures qui ont été prises proches de 1,5 ici avec notre histogramme. C'est juste qu'on était malchanceux au début, par exemple. Là, on est rendu à 158, 159. On a pas mal convergé vers l'idée que notre robot est situé quelque part proche de 3,8 avec une certaine incertitude. Donc, vous voyez, rendu 182, 183, le système a pas mal convergé. Donc, tout ce qui va arriver maintenant, c'est plus je vais rajouter de mesures, plus le pic va venir se concentrer et va venir se placer autour de la position réelle qui était de 4. Donc, vous voyez, là, vous me dites, oui, mais 200 mesures, ça n'a pas d'allure pour un robot. Mais n'oubliez pas, mon capteur était très peu informatif. Le 80% du système me retournait des mauvaises données. Donc, l'idée ici, c'est si votre capteur est mauvais,
ben, il faut juste prendre plus de données avec lui. Puis il faut avoir un bon traitement par la suite. Donc, l'accéléreur, on le voit ici, là, après 200. La moyenne, si j'avais juste pris la moyenne des mesures, ben, la moyenne, ça ne me dit pas grand-chose parce que je vous dis 80% du temps, je retournais de la mauvaise information. Donc, la moyenne n'est pas une bonne approche ici, c'est vraiment l'approche de Bayes. Vous voyez ici, là, la valeur réelle, je répète, c'était 4. Vous voyez comment notre pic ici englobe 4. Donc, vous voyez, on appelle ça être un système qui est consistant. Donc, la vraie valeur, elle est comprise dans la gamme des valeurs plausibles de ma croyance. Donc, ça, c'est important. On va avoir des systèmes qui sont consistants. Je ne suis pas centré à 4, comme je dis, parce qu'on était malchanceux. Vous voyez, j'ai eu beaucoup de mesures qui ont été au début, qui sont proches de 1.5. Donc, c'est important, toute la connaissance du capteur va être codée dans cette fonction-là, que vous faites une fois, puis après ça, vous mettez ça dans un système qui peut faire de l'inférence bayésienne et votre travail est fait. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de code à écrire nécessairement. C'est juste qu'il ne faut pas se tromper dans le modèle. Si vous faites une erreur dans le modèle, ben là, le système ne va pas bien fonctionner. Autre exemple ici, pour un capteur non bijectif, vous devriez commencer à être assez familier avec ce concept-là. Donc, par exemple, le capteur infrarouge. Là, j'avais pris une fonction ici qui est 70 tangente hyperbolique de 0.07x divisé par x plus 6. J'ai pris ces valeurs-là parce que c'était une belle courbe comme ça, là, qui ressemble à votre capteur infrarouge. Et disons que maintenant, vous appliquez un Brughassien sur la mesure de voltage. Donc, ici, disons qu'on est à la position 40. On obtiendrait 1.5, mais il faut que je rajoute du bruit là-dessus. Donc, ma fonction de capteur sans bruit, ce serait celui-ci. J'ai pris une mesure, disons la mesure de z égale à 1.5. Comme j'ai une fonction qui est non bijective, là, vous voyez ici déjà le problème. Je n'ai pas d'inverse de cette fonction-là. Parce que si je dis quelle est la position x qui correspond à une mesure de z égale à 1.5, la réponse, c'est bien, il y en a 2. C'est pour ça que c'est non bijectif. Donc, j'aurais une probabilité donc située autour de peut-être 6-5 cm, puis autour de 41-42 cm. C'est comme les deux endroits les plus vraisemblables là, selon la mesure. Mais si j'applique le théorème de Bayes, avec donc en disant j'ai une mesure de 1.5 volts avec un écart type qui était mentionné plus tôt. Et là, ce que je viens faire la mise à jour de croyance, vous voyez, j'obtiens automatiquement là, les probabilités ici en bleu. Donc, Bayes me dit effectivement, donc quand même une bonne masse de probabilité autour de la position 42, puis une masse un peu plus faible autour de la probabilité donc à peu près 4-5 mètres, pardon, 4-5 cm. Donc, vous voyez, Bayes automatiquement, pouf, va tenir compte de l'incertitude et va le faire pour vous. C'est la beauté de la chose. Alors que si vous deviez le faire à la main, mais là, c'est plus compliqué, parce que là, il faut faire l'interception ici, après ça, il faut projeter l'incertitude de la mesure sur la position ici et ici, et ainsi de suite. Donc, on fait ça comme un peu de manière ad hoc. C'est pas très joli, c'est pas très élégant. Alors qu'ici, c'est une formulation très compacte.